dos, tres, cuatro, clap. Émergence, quelque chose qui est une de vous connaissez déjà, mais je vais expliquer avec plein de vocabulaire différents. Je croise plein de disciplines différentes et du coup, je vous invite un peu à déconstruire les mots déjà pour être ouvert à des redéfinitions de vocabulaire et créer les sens et ouvrir à une polysémie des sens des mots. En tout cas, normalement, la notion d'émergence, elle est liée à l'idée de la création, de l'invention de quelque chose de nouveau qui apparaît, qui n'était pas là avant. Et du coup, ça va traverser plusieurs étapes de ma présentation, que je vais essayer de raconter d'une façon très condensée l'histoire de tout l'univers. Et, du coup, ça sera un peu tendu en termes de temps parce que je crois que j'ai 2 heures et je vais encore séparer en 2 parties mon intervention. Je vais d'abord faire une présentation plutôt théorique et après je vais essayer de créer une mise en pratique avec vous, de incarner un peu les savoirs et performer un peu ces idées. Une première question, quand est-ce qu'un groupe de choses a plusieurs éléments et d'un coup cette collectivité, quand est-ce qu'on peut considérer que cette collectivité elle fonctionne comme un tout, ensemble, un ensemble, mais qui devient une totalité quelque part? Ça c'est une petite provocation de départ. Et je vais situer dans un débat qui est très long entre ce qu'on appelle les réductionnistes et les vitalistes. Mais après, c'est très compliqué de refaire une histoire parce que ces mots, ils ont changé 1000 fois de sens pendant l'histoire. Mais en gros, pour parler de la question du vivant, de la vie, dans la philosophie de la biologie ou la métaphysique, souvent, il y a eu 2 tendances un peu opposées. D'un côté, les réductionnistes qui voulaient juste dire il n'y a que de la matière, il n'y a que de la physique, les interactions, les forces physiques entre les particules, il n'y a que ça. Et de l'autre côté, il y a des vitalistes qui disent non, il y a la matière, mais il y a aussi quelque chose qui anime la matière. Il y a une espèce d'élan vital ou de quelque chose d'extra qui transcend la matière, qui est en dehors et qui anime la matière et qui la rend vivante. En gros, c'est ça. Et bon, dans le 19e siècle, il y a une tendance nouvelle qui essaye de rester à l'entre-deux, c'est l'émergentisme. L'émergentisme essaye de trouver une espèce de mécanisme qui, même, ne veut pas faire appel à quelque chose d'extérieur ou de magique, extraordinaire ou pas physique, mais quand même qui, comment dire, qui avoue qu'il y a quelque chose de nouveau et d'extraordinaire qui n'est pas là que dans la matière. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, Aristote, déjà, il parlait de Entelekia. Après, il y a Bildungstrieb chez Kant. Il y a le conatus, il y a le désir. Bon, il y a toujours cette question du but. Comment est-ce qu'un groupe d'atomes, de particules, va avoir un but? Bon, ça, c'est la problématique que je vous présente. Alors, il y a une question que si on part du principe qu'un groupe peut devenir peut devenir quelque chose de comment dire, de plus. Comment? Plus que la somme de ses parties, voilà. Il y a cette formule classique pour parler de l'émergence. Quelque chose dépasse la somme des parties. Si on peut avoir des choses qui émergent vraiment,
du coup, ça produit une espèce de stratification organisationnelle de la nature, quoi. Du coup, normalement, on a ces genres de diagrammes où on dit il y a la physique quantique, à partir de la physique quantique, il y a la formation des atomes et les atomes s'organisent et forment des molécules. Et bon, on a plein de niveaux d'organisation jusqu'à arriver aux écosystèmes, aux politiques, bref, à toutes les choses qui vont être considérées comme dans des niveaux de complexité plus hauts. Alors, il y a un problème, parce que dans l'histoire de la physique, il y a quelque chose qui est apparu, qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Et la deuxième loi de la thermodynamique dit qu'il y a une tendance universelle à une forme de désordre, que les choses devraient être de plus en plus désordonnées. Sauf que notre expérience située ici nous montre qu'il y a une tendance contraire à une complexification. Et on se pose la question, comment est-ce que la nature, avec les forces physiques, va produire toute cette complexité? Alors, il y a plein de réponses différentes pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette forme de auto-organisation. Et normalement, deux choses sont très importantes pour comprendre pourquoi est-ce que cette complexité, elle augmente. D'un côté, normalement, on peut dire que les systèmes physiques, ils sont ouverts, c'est-à-dire la thermodynamique classique, elle considérait des systèmes fermés. Il n'y a pas d'introduction d'énergie. L'énergie, elle est fermée dans une boîte, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance de complexité. Et quand on parle du vivant, le vivant, ce sont des systèmes ouverts. On est en train de bouffer des choses, il y a de l'énergie qui traverse ces systèmes vivants tout le temps. Du coup, il y a un flux permanent d'énergie à travers ces systèmes. Et la deuxième partie de la réponse, c'est que ces systèmes, ils sont très loin de l'équilibre. Et la thermodynamique classique, elle considérait des systèmes qui sont très proches de l'équilibre. Alors, le vivant, il a besoin d'être tout le temps loin de l'équilibre. Et pour ça, comme je dis, il y a cette ouverture à être traversée par des flux d'énergie et de matière et d'informations en permanence. C'est une image qui a été construite récemment par des biologistes moléculaires, cellulaires, juste pour montrer un petit peu comment une cellule est structurée et combien de structures il y a à l'intérieur d'une cellule. Pardon, je suis un peu chaotique aujourd'hui. C'est très complexe, ouais, c'est une tâche un peu... Bon, pour situer vite fait dans la discussion des émergentistes, normalement, on fait trois distinctions importantes entre une émergence synchronique et une émergence diachronique. C'est-à-dire que l'émergence synchronique, elle est structurelle. On va regarder un système complexe, on voit qu'il est hiérarchiquement emboîté. Il a plein de structures qui sont emboîtées à plusieurs échelles. Et du coup, il faut vraiment traverser, zoomer, dézoomer pour comprendre comment il est structuré. Et sinon, il y a l'émergence diachronique, c'est-à-dire on regarde l'histoire et d'un moment, il y a quelque chose qui apparaît, quelque chose de nouvel qui apparaît et qui surprend tout le monde parce que, bon voilà, pas avant et d'un coup, il y a de la vie qui émerge ou il y a une révolution qui apparaît, quoi. La deuxième distinction, c'est entre l'émergence ontologique et l'émergence épistémologique. Il y a des gens qui disent non, vraiment, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui apparaît. Et ontologiquement, il y a vraiment la création de nouveaux objets, de nouvelles propriétés. Versus des gens qui disent non,
il y a toujours la même chose, il y a toujours de la matière. Peut-être la matière se réorganise, mais c'est juste que nous, on n'est pas capable de prévoir ce qui peut émerger. Voilà. C'est juste c'est une limitation épistémologique. Et la troisième distinction, c'est entre l'émergence forte et l'émergence faible. L'émergence forte, c'est quelque chose comme il y a plein de niveaux d'organisation qui émergent. Et là, on parle d'émergence synchronique. Et en fait, l'émergentisme fort va dire que les nouvelles couches, on dirait, ou les nouveaux niveaux qui apparaissent, ils auront le pouvoir d'agir sur leur propre base. Normalement, on parle de la base et des émergents, quelque chose qui émerge d'un niveau plus haut. L'émergentisme faible va dire non, pas du tout. En fait, tout le pouvoir causal, il est dans la base. Les choses qui émergent, ils sont ce qu'on dit épiphénoménales. L'épiphénomène, ou il y a aussi le concept de supervenience, c'est-à-dire c'est que une fumée, mais en fait le vrai feu il est en bas, quoi. C'est le pouvoir causal, il est que dans la physique, et tout ce qui émerge, c'est que épiphénomène. C'est pas le vrai pouvoir causal n'est pas là. Bon, normalement, je me place plutôt du côté d'émergentisme fort, aussi parce que je crois qu'il y a un problème politique très important que les physiciens, ils ont accumulé tout le pouvoir de dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et c'est comme si toutes les autres disciplines n'auraient pas le droit de dire qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. C'est comme si l'ontologie physique, elle était là pour tout dicter, et que toutes les forces et toute l'organisation et toutes les lois, ce sont des lois physiques. Il n'y a aucune autre loi. Et du coup, l'émergentisme fort, il va dire, non, il y a plein de lois nouvelles qui vont émerger, qui ne sont pas des lois physiques, ce sont des lois biologiques, des lois sociales, il y a des lois, des vraies lois qui peuvent s'inscrire dans la matière. Même si, bon, bien sûr, on ne peut pas violer la loi physique, on peut pas sauter et violer la gravité, on doit toujours respecter la gravité et l'électromagnétisme, mais bon, comment est-ce qu'on peut s'émanciper de ce pouvoir concentré de la physique qui dicte tout ce qui peut ou ne pas avoir lieu. Et bon, il y a ce débat qu'on appelle le downward causation, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais justement, comment? Causation descendante, c'est justement de dire que, bon, peut-être que mon esprit, il peut agir sur mes neurones et sur les atomes de mon corps. Quelque chose qui est plus haut, on dirait, d'un point de vue organisationnel, il peut avoir un effet sur des couches plus en bas, quoi. Bon, je commence maintenant une petite histoire de l'univers. On y est. Et je propose cette vision. Je pense que c'était un peu Deleuze qui m'a donné cette vision et j'en remercie beaucoup. Mais de penser vraiment chaque particule, chaque molécule, chaque corps comme dessinant une ligne dans l'espace-temps et de penser toute la réalité comme une énorme presse, en fait. Du coup, bon, il y a un moment où il n'y a rien et d'un coup, bam, il y a une explosion, Big Bang, il y a plein de particules qui émergent et les particules elles vont commencer à interagir les unes avec les autres et elles vont commencer à former des structures. Là, il y a un petit diagramme de l'évolution cosmique. Là, on a le Big Bang au début et on est là au présent. Et en gros, il y a toutes ces couches de l'histoire qui sont agroupées dans ce diagramme. Et ce qui est intéressant de la cosmologie ou de l'astronomie, c'est que si on prend un télescope très puissant,
le plus on regarde vers le loin, le plus dans le passé, c'est une espèce de archéologie en temps réel, quoi. On met le focus du télescope à une certaine position et on est capable de voir un peu toutes les étapes de l'évolution du cosmos. Et en regardant les lumières, les photons qu'on reçoit du cosmos, on est capable de voir un peu comment les transitions se sont construites petit à petit, justement, l'apparition des premières particules, la formation des atomes, la formation de nuages d'atomes, après la formation d'étoiles, etc. Démocrite, il s'est rendu compte que la matière, elle ne pourrait pas être divisée jusqu'à l'infini, que bon, ça fait sens qu'il y ait un niveau plus fondamental de la matière. Aujourd'hui, la physique contemporaine, elle sépare les ingrédients de la matière dans ces particules élémentaires, les quarks, les leptons, les bosons, en gros. Et toutes ces particules, elles sont aussi des ondes. Voilà, on a une dualité que la matière, elle est à la fois particulière et ondulatoire. La première chose qui se forme après cette première phase de l'univers qui est très chaude et qu'on n'a que ces particules, c'est ce qu'on appelle un plasma gluon quark. C'est vraiment une partie très chaude de l'univers. Dès que l'univers commence à grandir et commence à refroidir, ces particules commencent à se collapser dans des premières nouvelles particules. Et ça, c'est une représentation d'un proton. Normalement, on pense à un proton comme un truc sans structure, mais en fait, le proton, il est une mer de quarks et gluons. C'est déjà une folie à l'intérieur. Il y a 3 quarks à l'intérieur, mais les quarks ils sont en train d'échanger des gluons. En fait, les gluons, ils font la médiation pour coller les quarks ensemble. Et on a en fait une mer de quarks qui émergent et des gluons qui émergent des quarks. C'est vraiment un truc qui est en train de... C'est bouillonnant, quoi, à l'intérieur du proton. Et comment continue cette expansion de l'univers, on commence à voir une formation d'étoiles. C'est la première chose qui émerge en termes de grandes structures. Et ces étoiles, avec leur propre poids, elles vont commencer à prendre ces protons ensemble et des neutrons aussi, parce que les protons et les neutrons se forment ensemble, et commencent à l'intérieur de l'étoile à fuser les protons et les neutrons et fabriquer des éléments chimiques de plus en plus complexes, de plus en plus lourds. C'est-à-dire, on a le noyau des atomes. Le noyau des atomes commence à devenir de plus en plus lourd, justement parce qu'avec la pression à l'intérieur des étoiles, on commence à former toute cette matière plus lourde. Et finalement, à la fin de la vie de l'étoile, elle explose. Et on a finalement la fabrication de tous les éléments qui sont plus lourds que le fer. En fait, à l'intérieur de l'étoile, on arrive jusqu'au fer et c'est dans l'explosion de l'étoile, avec la libération de l'énergie, qu'on va fabriquer tous les ingrédients qui sont plus lourds que le fer. Et voilà, on a l'origine de la chimie. Parce qu'à partir de ce moment, tous les ingrédients sont faits, quoi. Il n'y a plus rien de nouveau en termes de matière qui est fabriquée à partir de ce moment. Une petite pause pour parler du déterminisme, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ce débat du déterminisme, mais on peut presque considérer que le déterminisme est mort, mais il y a des gens qui essayent de le réanimer encore. En tout cas, l'idée principale du déterminisme, c'est si on connaît les lois de la physique et on connaît la configuration matérielle au début de l'univers, etc., on peut prévoir le futur de l'univers. Parce que selon les déterministes, les lois elles vont déterminer absolument le futur des choses. Et en fait, toutes les configurations matérielles, elles vont se déployer selon ces forces, et ces forces, elles sont déterministes, selon ces gens. De l'autre côté,
euh, certaines, après la physique quantique, c'est plus possible de parler de déterminisme, je crois, mais il y a des gens qui essayent d'en défendre encore. Mais en gros, même si on peut avoir des lois déterministes, la physique quantique, elle est quand même déterministe, sauf qu'elle est déterministe en termes de probabilité. Ce sont des lois qui vont décrire le comportement des choses, mais d'une façon probabilistique. Et bon, j'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, cet indéterminisme, il ouvre la porte justement à une ouverture causale de la physique. C'est-à-dire la physique, elle ne va pas tout complètement déterminer. Il y a une petite marge d'indétermination qui va permettre justement ces nouvelles lois d'apparaître. Alors, juste pour mettre un diagramme, pour penser la structure du temps qui émerge de ces deux visions de monde, un déterministe va penser que le futur il est déjà écrit, du coup il n'y a pas vraiment de choix. En fait, le temps, il va juste se dérouler, on va voir ce qui est déjà écrit dans les lois de la physique avec les conditions initiales. Et une vision non déterministe, c'est le contraire. En fait, on a des chemins et à chaque instant, on a plein de possibilités qui s'ouvrent. Et à partir du présent, on a plein de futurs possibles. Et en fait, la question impose des choix. En fait, on est là et on a des choix. Ces possibilités sont là à découvrir, quoi. Je reviens à la thermodynamique parce que la thermodynamique, elle a plein de choses à parler sur la structure du temps. La deuxième loi de la thermodynamique, elle dit à partir d'une configuration matérielle où est-ce que le temps il va. Du coup, elle détermine la direction du temps. Et qu'est-ce qui est spontané, la spontanéité du flux temporel. Et Maxwell a pensé à une expérience de pensée qu'on appelle aujourd'hui les démons de Maxwell. Les démons de Maxwell, c'est... Il n'est pas là? Ah oui, voilà, il est là. C'est le trickster de Blaise. En fait, le démon de Maxwell, il est capable d'ouvrir et fermer une porte entre deux compartiments différents. Et en regardant les particules, il est capable de ranger les particules plus chaudes d'un côté et plus froides de l'autre. Et comme la thermodynamique, on est capable d'extraire du travail à partir d'une différence de température, c'est-à-dire si on a une source chaude et une source froide, on est capable de mettre un moteur entre les deux et extraire du travail à partir de cette différence de température. Le démon de Maxwell, il serait capable de produire du travail sans faire du travail, à partir du rien. Ça violerait un peu la deuxième loi de la thermodynamique, mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on parle de systèmes ouverts et hors équilibre, comme le vivant, mais pas que, il y a plein de configurations matérielles. Par exemple, ici, il y a une réaction chimique qu'on appelle la réaction de Belousov-Jabotinsky. C'est une réaction auto-organisée qui va générer plein de comportements non linéaires et très complexes. Et cycliques aussi. C'est une réaction chimique qui fait des allers-retours sur elle-même. Ou d'autres configurations où on met beaucoup de chaleur. Ici, c'est un truc qui s'appelle les convections de Bénard et Rayleigh. C'est une petite plaque chauffante et un peu d'eau qu'on met. Et en fait, selon la différence de température, l'eau elle va s'organiser dans des petites cellules de convection hexagonales très... c'est de l'auto-organisation, quoi. La matière, elle se auto-organise justement parce qu'il y a beaucoup d'énergie libre.
en fait. Quand on injecte de l'énergie, le système il a besoin de dissiper l'énergie et il trouve de façon automatique une organisation pour dissiper cette énergie. Et là, c'est un diagramme qui représente un peu le début de la vie, mais bon, ça va arriver encore plus tard dans mon récit. Mais avec la complexité chimique qu'on avait sur Terre, à un moment donné, il y avait tellement de matières différentes, de substances chimiques différentes, des molécules différentes qui commencent à interagir les unes avec les autres. Donc, du coup, on a une complexité chimique énorme. Et c'est ce qu'on appelle un autocatalytic set. C'est un ensemble de molécules qui se catalysent à lui-même. Il est capable de se catalyser, quoi. Alors, c'est une machine moléculaire qu'on appelle la ADN polymérase. En fait, c'est une machine qui crée des copies de l'ADN. Dans toutes nos cellules, quand la cellule a besoin de se diviser, on a besoin de créer des copies de l'ADN. Et en fait, on a cette machine qui est en train de prendre tous les ingrédients pour les assembler, pour créer. Là, on a un ADN qui rentre et là, on a deux ADN qui sortent. En fait, on crée vraiment une copie. Mais c'est une machine extrêmement complexe. Et il y a plein de biologistes moléculaires qui ont commencé à étudier ce genre de machines et se sont rendus compte qu'ils étaient, en termes pratiques, des démons de Maxwell. En fait, elles étaient en train de comment dire, regarder l'environnement et l'organiser quelque part. Elles sont en train de ranger chimiquement, elles prennent des bouts, des fragments moléculaires et elles sont en train de ranger une molécule avec des centaines de millions de bases moléculaires. Ça, c'est une citation, bon, je ne vais pas tout lire, parce qu'il y a trop de choses là. Encore une autre pause philosophique pour parler du dualisme, parce que bon, le vitalisme, il est forcément dualiste, parce qu'on a la matière et on a quelque chose qui vient animer la matière. Et cette séparation corps-esprit, objet-sujet, matière-signification, elle est très problématique en fait. Et la question, c'est comment on fait pour réinjecter l'un dans l'autre. Parce que bon, les choses ne sont pas séparées finalement. C'est pas exactement dans bon ordre ma présentation, que j'ai déjà montré la machine moléculaire, mais là on est dans une période où il y a une espèce d'explosion combinatoire de formation de molécules. Il y a ce biologiste Kaufman qui fait des arguments hyper intéressants. Pensez justement à la taille de l'espace de configuration possible de molécules. Genre, combien de molécules possibles l'univers pourrait fabriquer. Et si on pense que en termes de protéines, ADN, ARN, ce sont des nombres gigantesques. Genre ça, c'est le nombre de protéines avec 400 acides aminés. Et ça, ce sont des chiffres que l'univers, il n'a pas eu encore le temps d'explorer une moindre partie de ces configurations. Alors, une question s'impose. Si on n'a pas le temps de tout essayer, l'univers est en train de créer des nouveautés tout le temps, des nouvelles molécules, etc. Mais quand dans l'évolution, on a une invention, quelque part, on ouvre un champ de possibles. Et ce champ de possibles, comment dire,
cette nouveauté, elle est très précieuse. Par exemple, le moment où on a inventé dans l'histoire de l'évolution cette machine moléculaire que j'ai montrée, l'ADN polymérase, elle va être réemployée 1000 fois dans la suite, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais l'idée, en gros, c'est que dans l'histoire, chaque fois qu'on invente quelque chose, cette invention, elle va produire une révolution où toutes les configurations qui en découlent vont dépendre de cette invention. Et ça, Kaufman, il parle c'est pas que lui, mais il y a un concept de ergodicité. C'est un gros mot, mais pour dire que un système ergodique, il n'a pas de mémoire. Il ne dépend pas de sa propre histoire. Sauf que quand on regarde l'évolution et le processus historique, il a une mémoire. Le processus historique, il dépend de sa propre histoire. C'est-à-dire, si on a inventé l'insuline à un moment donné, toute l'histoire, à partir du moment de cette invention, elle va dépendre de cette invention. Et cette molécule, elle va être réemployée encore et encore. Des fois, même plus que ça, on va créer des copies de ces inventions pour les détourner. Parce que, par exemple, on peut réemployer l'insuline, soit en créant une copie et modifiant l'autre. Comme ça, on a deux copies d'un truc qui fonctionne. Et à un moment donné, l'autre, elle est libre pour explorer justement le champ de possibles. Bon, voilà. J'arrive vraiment à l'origine de la vie. Je vais sauter des étapes un peu, mais c'est très possible que l'origine de la vie soit apparue dans ce qu'on appelle les thermo-hydro vents. Je ne sais pas comment traduire ça, mais ce sont des structures au fond des océans où il y a vraiment une source de chaleur parce que, bon, en fait, il y a des gaz très chauds qui échappent du fond de l'océan et ça crée justement cette différence de température qui est nécessaire pour créer ce déséquilibre thermique, d'où on a beaucoup d'énergie libre et c'est à partir de cette abondance d'énergie qu'on commence à complexifier la chimie et la vie émerge. Là, j'ai mis cette réaction chimique qui est au centre de l'organisation de nos corps. En fait, toute l'énergie qu'on utilise, qu'on dépense de nos corps, toutes les machines moléculaires, elles dépendent d'un fuel qu'on appelle le ATP. Et l'ATP, il est produit à l'intérieur des mitochondries. Ce sont les usines d'énergie de nos cellules. Là, j'ai mis ce diagramme schématique, mais ça, c'est en fait tous les métabolismes du vivant. Tous les organismes vivants ont des réactions chimiques pour fabriquer des graisses, des sucres, des protéines, des ADN, etc. Et c'est comme cette espèce de carte de métro. Mais en fait, pour que l'organisation du vivant puisse, à partir de réactions chimiques, contrôler tout ce qui va se passer, en fait, il y a l'interaction entre plusieurs gènes. Ces gènes, ils vont activer des réactions chimiques et ces gènes ils fonctionnent comme des feux rouges et verts à l'intérieur de cette ville-là. En fait, en allumant et éteignant les gènes, la cellule, elle décide qu'est-ce qu'on va produire. Du coup, l'organisation cellulaire, elle a besoin d'un code. Et ce n'est pas qu'un code, en fait, ce sont 20 couches de code qui sont construites l'une après l'autre avec l'origine de la vie. Mais la couche de base, c'est le code génétique.
Et le code génétique, tu as toujours une séquence de 3 lettres qui vont être interprétées comme un acide aminé. Et du coup, si on prend toute la séquence de l'ADN qu'il y a là, et toujours on lit dans le sens 5-3, quand on lit la séquence de, de nucléotides, ce sont ces molécules-là, on va interpréter ça comme un acide aminé. Et ça se passe à l'intérieur d'une petite machine qu'on appelle ribosome. Voilà, le ribosome, il prend un truc qui est transcrit de l'ADN, un ARN, et il va traduire ça dans une séquence d'acides aminés qui vont se replier. Et une fois qu'ils se replient, ça produit une protéine. Les protéines, elles sont les machines moléculaires. En gros, c'est comme ça que tout le vivant est organisé. En fait, l'ADN est une espèce de partition. Du coup, le noyau de la cellule est une bibliothèque de gènes. Et ces gènes, ils vont être transcrits et traduits dans des protéines. Ces protéines, ensemble, elles travaillent. Elles ont des fonctions différentes. Quand toutes ces fonctions sont mises ensemble, ça produit la collectivité qu'on appelle la cellule. Et on dit, voilà, la cellule, elle fonctionne. Alors, je reviens à la notion des lignes que j'ai évoquées au début, de penser que chaque bout de matière est en train de tracer une ligne dans l'espace-temps. Du coup, ce que cette machine moléculaire est en train de faire, elle est vraiment en train de tisser un truc ensemble. Elle prend des bouts, elle fait une tresse et elle plie cette tresse, elle fabrique une protéine, une nouvelle protéine, qui elle aussi va tresser des choses. Du coup, chaque machine moléculaire fait partie de ce tissage qui va fabriquer la cellule. C'est marrant parce que Alan Turing, il avait pensé, avant la découverte du ribosome et de la biologie moléculaire, il avait pensé qu'est-ce que c'est un ordinateur universel? Quelque chose qui est capable de computer n'importe quoi. Et lui, il a inventé cette machine, qu'on appelle la machine de Turing. Et la machine de Turing, elle est exactement comme les ribosomes. Elle prend une séquence de lettres, elle est en train d'interpréter cette séquence de lettres en allant à droite et à gauche. Et en décodifiant cette séquence, elle produit des choses, une interprétation d'une forme de recette qui va être convertie dans des actions. Et ensemble, ces actions vont produire quelque chose. Mais après, ça laisse une ouverture pour qu'on puisse mettre dans la machine de Turing n'importe quel programme. Et je pense que c'est hyper important de faire ce lien parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de nos cellules, qu'il y a plein de recettes. Et il y a déjà la possibilité de reprogrammer tout parce que si on change une lettre du code génétique, on change l'organisation matérielle, les formes de vivants qui peuvent en émerger. Mais aussi pour penser qu'il y a quelque chose qui se passe là, de l'ordre du symbolique. En fait, la matière, elle est en train de porter des significations et l'ADN ou l'ARN ou les protéines, elles font partie d'un ensemble moléculaire qui est en train de conférer des significations à la matière. Et c'est ça un peu l'enjeu de la biosémiotique. Après, j'y reviendrai. Mais juste pour schématiser tout ce que j'avais dit déjà, pour que la cellule elle puisse se reproduire, on a un tas de gènes ensemble qui interagissent les uns avec les autres. Et selon leur organisation et leur interaction, on va produire un certain comportement différent. Du coup, la structure génétique, elle est structurée de façon à produire une forme d'organisation. Bon, je reviens à la question
du démon de Maxwell parce que, quelque part, c'est comme si le démon de Maxwell, il était en train de violer la loi, il est en train de renverser la flèche du temps, et le temps, il devient circulaire quelque part. C'est pour ça que le problème euh, de tous les paradoxes, quelque part du vivant, et toute la difficulté de comprendre comment est-ce que le premier ribosome, il a été créé. En fait, un ribosome il produit aussi l'autre ribosome. Et tout le problème du vivant revient à imaginer comment les ribosomes sont apparus. Et aussi n'importe quel genre d'émergence, parce qu'on parle de l'origine de la vie, mais on peut parler de l'origine de l'État ou de l'origine de n'importe quelle structure qui n'était pas là. Le Urstadt, c'est un peu ça, quoi. Alors, je vais parler du but, parce que je crois qu'il y a quelque chose de très étrange avec ce mot, la finalité, un truc. Tu avais parlé de quelque chose sans fin, ou des fois, je pense que les mots, ils peuvent incarner leur propre opposé aussi. Et la fin, ça peut être un peu paradoxal. Quelque part, c'est comme si c'est un but, quelque chose qui pointe vers l'extérieur. Et ce mot, il est intéressant. En grec, on a l'apeiron, l'infini, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas délimité. Le péron, c'est le périmètre, mais c'est aussi le but. C'est la finalité, ça pointe vers quelque chose. Et d'où est-ce que ça émerge, la finalité d'un organisme? On peut dire que l'organisme, il veut faire quelque chose. D'où est-ce que le désir, il émerge? Parce qu'il n'était pas là. On ne peut pas dire qu'une pierre désire quelque chose. Mais d'un coup, quand on met plein de molécules ensemble, ces molécules, elles produisent une bactérie, elle va aller vers la bouffe, elle dit j'ai envie de bouffer, et elle peut regarder ce qu'il y a autour, lire l'environnement, et on commence à voir une sémiose, un processus sémiotique qui n'était pas là avant l'origine de la vie. C'est-à-dire, nos corps, ils sont capables de recevoir de l'information de l'extérieur, naviguer le monde et prendre des décisions. Parce que nous aussi, on est des démons de Maxwell. On prend des décisions n'importe quand. Chaque décision, chaque pas qu'on fait, chaque mot qu'on choisit, il change tout le futur. Parce que, effectivement, nos mémoires, ils s'imprègnent les unes avec les autres. J'aime bien cette image du bateau de Thésée. Je ne sais pas si vous connaissez. Tout le monde connaît le bateau de Thésée? Non? Comment? Alors, c'est une petite anecdote philosophique, mais Thésée, il part avec son bateau. À l'intérieur du bateau, il a toutes les pièces en double pour remplacer pendant le voyage. Et pendant le voyage, il va substituer chacune de ces pièces au fur et à mesure. Et quand il arrive de l'autre côté, le bateau, il n'est pas du tout le même, on dirait. Sauf que il a quand même traversé l'eau. Du coup, c'est un peu une métaphore du vivant aussi, parce que nos corps sont aussi en train de se reconstituer tout le temps. On change complètement notre composition matérielle tout le temps, mais il y a quelque chose qui se préserve. Il y a quelque chose qui, je reconnais qui vous êtes, même si vous êtes en train de changer de couche matérielle en permanence. Justement parce qu'il y a un code génétique qui est en train de interagir d'une façon hyper complexe pour justement se reconfigurer et se refabriquer tout le temps. Et pour ce faire, il y a à l'intérieur de nous des représentations de nous-mêmes. Que dans le cerveau, nos cerveaux, bien sûr, on sait qui on est et du coup, on a une mini-version de nous à l'intérieur de nous de façon virtuelle, ce qui crée un peu cette récursion qu'on a,
espèce de poupée rousse de représentation, parce qu'à l'intérieur de cette représentation, il devrait avoir une représentation aussi. Mais aussi, en termes génétiques, les codes génétiques aussi, ils ont des représentations d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des gènes qui vont indiquer quand est-ce que lui-même, il doit être allumé ou pas. Voilà, la vie. Là, j'aime bien ces organismes un peu étranges. Je ne sais pas si vous connaissez le blob, par exemple. Mais ce sont des organisations collectives qui racontent un peu l'histoire de la vie. En fait, il y a un moment de la vie où les premiers organismes, ils étaient tous unicellulaires, mais à un moment donné, les cellules, elles se sont organisées en collectif. Il y a plein de cellules qui se mettent ensemble et elles décident de créer un code d'organisation pour dire allez, on est ensemble, comment est-ce qu'on distribue nos tâches? Comment est-ce qu'on va créer des règles pour produire un collectif de cellules qui va au-delà de notre individualité? C'est-à-dire, on va produire un à partir de plusieurs. Et c'est toujours à partir d'un code. C'est un code de communication. Ce sont des protocoles de communication, ce sont des recettes. Après, on peut inventer des milliers de recettes différentes. Mais à chaque période où un code a été inventé, on a justement l'émergence d'un nouveau niveau qui apparaît. Et à un moment donné, c'est l'émergence de la multicellularité. On a des organismes, ça c'est des colonies de bactéries qui commencent à s'organiser, distribuer justement des fonctions. C'est intéressant parce que les cellules, elles avaient plein de fonctions. Elles doivent bouffer, elles doivent bouger, elles doivent se protéger de la luminosité, etc. Et quand elles forment des colonies, elles peuvent distribuer les fonctions et dire bah, ce groupe-là, il va faire telle chose, ce groupe-là fait une autre chose. Et on distribue les fonctions et comme ça, on peut commencer à se spécialiser dans des fonctions différentes. Jusqu'à ce que ça devienne des tissus, en fait. Et là, la spécialisation du tissu, bah, je fais des sauts un peu grands, mais à un moment donné, on a l'émergence d'un tissu nerveux, on a les neurones qui émergent. Et ça, c'était assez radical dans l'histoire de l'évolution, parce que justement, les neurones, ils sont capables d'envoyer de l'information à une vitesse beaucoup plus grande, et aussi que les neurones, ils sont capables de se organiser avec des structures extrêmement précises et complexes. C'est-à-dire, si on a un ensemble, c'est pas comme juste un banc de cellules ensemble, mais on peut dire, moi, je me connecte avec toi d'une certaine façon et avec lui d'une autre façon. Et on peut en fait commencer à spécialiser les relations pour créer une forme de computation collective qui va rendre le collectif beaucoup plus puissant en termes de cognition, de prise de décision, etc. Et on a vraiment une complexification énorme du vivant. Et on a aussi l'émergence de cette intériorité du sujet, où on a vraiment la sensation de voir le monde, parce que tous nos capteurs, bah, on sent le froid, tout le sensible, il passe par nos tissus nerveux. Comment? Bah, ça, c'est un peu technique, mais bon. C'est cette question de Kim et comment les gens qui défendent le réductionnisme absolu, de dire que bon, il n'y a que le niveau du bas qui peut avoir des effets causaux. Mais je pense que non, je ne vais pas rentrer dans ça en détail.
Mais en tout cas, je pense que je veux bien introduire un tout petit peu la météorologie pour parler justement de comment les choses, en s'organisant en collectivité et en produisant des nouveaux niveaux d'organisation, on commence à voir cette forme d'emboîtement structurel de ces systèmes complexes. Et tout ça pour dire que, en fait, on est là, par exemple, mon corps, il est là, et j'ai toute une généalogie de tous mes ancêtres et toutes les rencontres qui ont été produites, mais aussi ces moments où l'histoire de la vie a inventé la pluricellularité, ou l'invention du système nerveux, ou la fabrication des premiers protons et des premiers atomes de carbone. Bah, on a plein d'ancêtres différents. On a une étoile qui a explosé, qui est une ancêtre à nous. On a l'origine de la vie dans le fond de l'océan, qui est aussi des ancêtres à nous. On a plein d'ancêtres, pas que dans les courts termes, mais toutes ces couches géologiques de l'histoire pour former mon corps. Quelque part, c'est comme si mon corps, avec cette organisation hiérarchique, structurelle, cette complexité structurelle dans mon corps, il y avait une espèce de mémoire de tous les événements radicaux qui ont réorganisé la matière sur Terre. Comme j'ai dit, quelque part, quand je regarde les mitochondries à l'intérieur de chacune de nos cellules, je pense que c'est le moment où les mitochondries ont été avalées par d'autres cellules et elles ont été esclavagisées par les autres cellules pour dire on va bouffer toute l'énergie qu'elles sont en train de produire. Mais ça continue, ça se maintient structurellement dans nos corps. Et quelque part, ça met ensemble ces deux dimensions de l'émergence diachronique et l'émergence synchronique. C'est-à-dire, si aujourd'hui on a cette complexité dans nos corps, c'est parce que, évolutivement, toutes les choses qui ont été nécessaires pour fabriquer ce genre d'organisation matérielle que sont des corps humains, elles sont là, emmagasinées dans ces couches de code génétique, épigénétique, splitiosomique, il y a plein de codes. Et après, on pourrait dire jusqu'au code juridique ou au code d'organisation sociale, etc. Du coup, voilà, je finis avec cette jolie image, parce que je pense que pour moi, c'est clair quand on regarde l'évolution. Et après, bon, on pourrait discuter après ce que ça veut dire évolution, parce que je ne suis pas du tout dans une position positiviste comme plusieurs biologistes pourraient être dans le passé. Mais je pense que le plus on comprend les mécanismes de biologie moléculaire ou d'interaction écologique, qu'en fait, il y a plein de dimensions qui se mettent ensemble entre écologie, évolution, développement, on appelle eco-evo-divo. Il y a 3 dimensions principales à des niveaux d'organisation différentes qui sont en train d'interagir pour produire le processus évolutif. En tout cas, si on prend cette vision non déterministe et on regarde ce diagramme-là, il ressemble pas mal à ce diagramme que j'ai montré au début. C'est-à-dire, là, on a des mondes de Maxwell qui sont en train de produire des espèces nouvelles. Justement, cette spéciation, elle est faite à partir de micro-choix, de mutations, des machines moléculaires qui changent des choses pour expérimenter des nouveaux futurs possibles. On réinvente les codes, et les codes vont ouvrir une possibilité à la réorganisation matérielle. Mais on fait toujours à partir
d'une configuration matérielle actuelle. C'est-à-dire, on a certains ingrédients, on invente un code, un protocole, une recette, et à partir de cette recette, on la suit, et il y a de nouveaux modes d'organisation qui peuvent émerger à partir de cette reprogrammation de la matière. Voilà. J'interromps ici ma présentation et j'ouvre à des possibles dialogues.